Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va plonger ensemble dans un monde vraiment surréaliste, celui d'un peintre qui se retrouve face à une tâche, on peut le dire, carrément impossible. C'est une histoire qui nous vient tout droit du roman d'Haruki Murakami, Le meurtre du commandeur. Et pour bien commencer, il y a une question qui est vraiment au centre de tout. C'est un défi, autant artistique qu'existentiel. La voici. Comment donner figure à ce qui n'est rien? Autrement dit, comment est-ce qu'on peut bien peindre le néant? C'est vertigineux, non? Alors, il faut savoir que cette histoire, elle ne commence pas vraiment par le début, pas de façon classique en tout cas. Non, elle démarre sur les chapeaux de roue, avec une rencontre hyper étrange, presque irréelle, qui va venir tout chambouler dans la vie de notre narrateur. Imaginez la scène. Notre narrateur, qui est peintre, se réveille tranquillement de sa sieste, sauf que il n'est plus seul. Là, assis juste en face de lui, il y a un homme, un grand type avec un manteau sombre, un chapeau à large bord, et il le fixe, en silence. L'ambiance devient tout de suite pesante, comme suspendue dans le temps. Et là, le visiteur prend la parole. Il a une voix grave, complètement plate, sans aucune émotion. Et ce qu'il demande, en apparence, c'est simple. Mais en réalité, c'est tout simplement impossible à faire. C'est vraiment le début d'un échange qui va à l'encontre de toute logique. Et là s'engage une sorte de négociation, mais vraiment bizarre. Le narrateur, il est complètement perdu, mais il se souvient quand même d'une vieille promesse. L'homme sans visage, lui, il lui tend un petit pingouin en plastique, un porte-bonheur, soi-disant. Il lui dit qu'il en aura besoin pour protéger ses proches. Et en échange, il veut son portrait. Et il le veut, maintenant. Et c'est vraiment là que la scène bascule dans l'irréel. L'homme enlève son chapeau et, à la place du visage, il n'y a rien. Le néant absolu. Juste un vide, une espèce de brouillard laiteux qui tourbillonne encore et encore. Notre peintre, lui, il est complètement tétanisé. Ses doigts qui tiennent le crayon sont comme gelés. Impossible pour lui de dessiner le moindre trait. Et pendant ce temps, l'homme sans visage continue d'insister. Il n'a pas beaucoup de temps. On sent vraiment cette urgence et en même temps cette impuissance totale du narrateur. Et puis, aussi soudainement qu'il était arrivé, l'homme disparaît. Il s'évapore, littéralement comme de la brume, en emportant le fameux pingouin. Le narrateur se retrouve seul, à se demander si tout ça était bien réel. Un rêve, ou peut-être un vrai cauchemar. Ok, mais la question c'est comment notre peintre a-t-il bien pu atterrir dans un endroit pareil, aussi isolé? C'est le décor parfait pour une rencontre aussi folle, non? Eh bien, pour comprendre, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. En fait, tout part à un grand chamboulement dans sa vie personnelle. Le narrateur vient tout juste de se séparer de sa femme. C'est un shot, évidemment, et ça le pousse à vouloir fuir, à trouver un refuge loin, très loin de tout et de tout le monde. Et la solution, elle vient d'un ami qui lui propose de s'installer dans la maison de son père. Mais attention, pas n'importe qui, son père c'est Tomohiko Hamada, un peintre ultra célèbre de Nihonga. Vous savez, la peinture traditionnelle japonaise. La maison est vide, parce que le vieil artiste est maintenant en maison de retraite. Bref, sur le papier, c'est le refuge idéal pour un peintre qui cherche la solitude. Enfin, en théorie. Cette maison d'ailleurs, elle est assez spéciale. Elle a comme une double personnalité. Il peut faire un soleil radieux côté jardin et en même temps, à l'arrière, c'est le déluge, une pluie battante. Et ça, c'est une métaphore juste parfaite de l'état d'esprit du narrateur à ce moment-là, complètement tiraillé. Seulement voilà, cette retraite, ça ne va pas du tout être une petite parenthèse tranquille. Bien au contraire, c'est le début d'une période de chaos, de confusion profonde, une désorientation quasi totale. Et cette période, elle va durer 9 mois. 9 longs mois. Le narrateur lui-même en parlera plus tard comme d'un canal profond et béant qui s'est creusé entre sa vie d'avant et sa vie d'après. C'est un de ces moments étranges qui semblent durer une éternité et en même temps passer en un clin d'œil. Durant tout ce temps, sa perception de la réalité, du temps, de ses propres souvenirs, tout devient instable. Les souvenirs s'étirent, ils se tordent, ils rétrécissent. Il se sent exactement comme un nageur qui se fait soudainement aspirer par un tourbillon sorti de nulle part. En gros, plus aucun repère. Tout a volé en éclats. Et au milieu de tout ce chaos, il va avoir 2 liaisons. Mais attention, ce sont des aventures sans aucun sentiment, complètement détachées, avec 2 élèves de son cours de peinture. C'est d'une impersonnalité totale, c'est comme demander l'heure à quelqu'un dans la rue. La première de ces liaisons est même assez douloureuse physiquement, ce qui montre bien à quel point il est déconnecté de tout, y compris de lui-même. Bon, maintenant il est temps de rassembler les pièces du puzzle. D'un côté, on a le chaos personnel de notre peintre. Et de l'autre, ce défi complètement fou, presque surnaturel qu'on lui a lancé. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. On réalise que le vide intérieur de l'artiste, cette déconnexion totale qu'il ressent, eh bien, c'est le miroir parfait du défi que lui pose l'homme sans visage. Comment peindre un visage qui n'existe pas? Peut-être qu'avant ça, il doit d'abord faire face à son propre vide. Et ça, c'est la grande révélation.
Pour réussir à peindre l'homme sans visage, il doit d'abord apprendre à peindre le néant, à donner une forme au vide. Un peu comme cet autre peintre, Tomohiko Hamada, qui, bien avant lui, avait réussi à capturer une idée pure, une abstraction, dans ce fameux tableau qui s'appelle Le meurtre du commandeur. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée. Au fond, cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire d'un homme étrange sans visage. C'est une histoire sur la difficulté et peut-être la nécessité de représenter ce qu'on ne peut pas saisir. Le vide, un sentiment, une crise personnelle. Ça pose une question finalement. Si on devait faire le portrait du chaos de notre propre vie, par où est-ce qu'on commencerait? C'est peut-être la grande question que l'art et la vie tout court nous posent à tous.